Bravo et merci au Parti de gauche pour cette invitation à construire ensemble un écosocialisme, un buen vivir à la française. Cette initiative était nécessaire au moment où on nous dit que la crise économique ne se prêterait pas au débat écologique, au moment où les courants productivistes réaffirment leur choix en matière de gaz de schiste, en matière de grands projets inutiles imposés, comme à Notre-Dame-des-Landes. Rien ne serait plus faux que de croire que le mariage du rouge et du vert serait enfin réalisé. Nous sommes sur un chemin de crête bien étroit. L'histoire des gauches, depuis plus de 2 siècles, est celle d'un conflit entre plusieurs sensibilités. Un conflit qui partage chaque courant, mais aussi chaque penseur. Il ne suffit pas d'opposer un Marx écolo et un Marx productiviste, puisque les deux étaient une potentialité, mais de comprendre les raisons d'un échec répété. Les questions que nous posons aujourd'hui l'ont été 1000 fois dans l'histoire, mais à chaque fois le courant majoritaire a pris le mauvais chemin. L'effondrement des gauches antiproductivistes au XXe siècle est la conséquence de 2 faits majeurs. La victoire de la social-démocratie allemande, symbolisée par le fameux programme de Gotha en 1875, et son éloge de l'État et de l'économisme. La victoire du stalinisme, qui a marqué la fin des expérimentations d'autres modes de vie. L'antiproductivisme de gauche a largement disparu de la scène avec cette victoire du stalinisme. Le stalinisme fut aussi le choix de ne pas mener la lutte des classes dans le champ de la consommation. J'insiste, le productivisme de gauche ne s'explique pas par la thèse du retard. La gauche a été moins productivisme jusqu'à la fin du XIXe siècle qu'elle ne l'a été au XXe siècle. La gauche antiproductiviste est devenue, au XXe siècle, à l'image de l'école de Francfort en philosophie, totalement pessimiste, car convaincue que la classe ouvrière était définitivement intégrée dans la société de consommation. Je crois aujourd'hui dans la possibilité d'un renouveau des gauches antiproductivistes. Je crois dans la possibilité d'un antiproductivisme de gauche enfin optimiste. Cette conviction est fondée sur 2 constats. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle. Le capitalisme nous conduit véritablement dans le mur, même si les gauches, par-delà de belles paroles, sous-estiment gravement ce péril. La situation n'a jamais été aussi grave depuis que nous parlons d'écologie. L'Organisation mondiale de la météo envisage de plus en plus sérieusement une augmentation des températures de 4 degrés, ce qui signifierait la fin du débat pour toute une partie de la vie sur Terre. Mais ma conviction est fondée avant tout sur une bonne nouvelle. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à plus de 7 milliards d'humains de vivre dignement. L'ONU estime qu'il suffirait de mobiliser pendant 25 ans 10 milliards de dollars par an pour régler le problème de la faim dans le monde. L'ONU estime aussi qu'il suffirait de mobiliser pendant 25 ans 70 milliards de dollars pour régler le problème de la pauvreté dans le monde. Ces 70 milliards, ces 40 milliards, bien sûr, on ne les trouve pas. Mais le produit international criminel, l'argent sale, représente plus de 1000 milliards de dollars. Ces 40 milliards, ces 70 milliards de dollars nécessaires représentent en fait moins d'une journée mondiale de travail. L'abondance des biens dont parlait Marx comme condition du royaume de la liberté est donc déjà là. Nous ne sommes pas par principe antiproductivistes, nous le sommes pour pouvoir en finir avec ce règne du toujours plus, parce que existe déjà la possibilité d'en finir avec le règne de la nécessité, et c'est une bonne nouvelle déjà pour les plus pauvres. Ce renouveau de l'antiproductivisme de gauche nous vient d'ailleurs pour l'essentiel des pays les plus pauvres et sans doute aussi des pauvres de chez nous. Les pays du Sud nous font un certain nombre de cadeaux conceptuels et théoriques depuis quelques décennies pour penser ce que pourrait être un écosocialisme. Je suis ainsi déjà très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation,
le sumac kafsay des Indiens d'Amérique, le buen bibir en Amérique du Sud, la vie pleine, la vie bonne, autant de façons de dire qu'il faut assumer l'exigence d'une triple révolution. Anticapitaliste, car le capitalisme est intrinsèquement productivisme, car le capitalisme fait de milliards d'humains des individus superflus. Antiproductiviste également, car le pétrole ou les gaz de schiste socialistes ne seraient pas plus écolos que le pétrole ou les gaz de schiste capitalistes, et parce que le nucléaire socialiste n'est pas plus autogérable que le nucléaire capitaliste. Notre troisième révolution est celle du passage des passions tristes aux passions joyeuses. Nous devons en finir avec tout ce qui reste d'ascèse dans notre tradition politique. Nous devons en finir avec toute idée de sacrifice. Qui dit sacrifice dit toujours appareil pour gérer ce sacrifice. L'Église a promis le paradis céleste et on a eu le clergé, l'inquisition, l'intégrisme, le fondamentalisme, la décroissance bigote. Le stalinisme a promis le paradis sur terre pour après-demain, après les générations sacrifiées, et on a eu le goulag. La gauche antiproductiviste fait donc sienne cette grande leçon du XXe siècle. Le problème de la gauche, ce n'est pas tant la conquête du pouvoir central, ce n'est même pas d'apprendre à le partager, c'est de s'en défaire. Et nous devons pour cela tenir les deux bouts de la critique, celle du fétichisme de la marchandise et celle du fétichisme de l'État. Les pays pauvres nous font également d'autres cadeaux conceptuels. J'en citerai deux. Le refus de l'extractivisme. Ce sont les mêmes paysans qui ont fondé d'abord le mouvement des paysans sans terre, puis qui ont créé quelques années ensuite le MAB, le mouvement des affligés par les barrages. Le MAB le dit, il n'est pas contre par principe l'énergie hydraulique, mais il pose la bonne question, l'énergie pour faire quoi et pour qui? Le MAB poursuit son analyse en ajoutant qu'il y a déjà bien assez d'énergie pour couvrir les besoins de la population. Ce sont les grandes industries qui ont besoin de toujours plus. C'est le productivisme, c'est le capitalisme qui a besoin de toujours plus. La traduction européenne de cet anti-extractivisme, c'est le combat contre les grands projets inutiles imposés. La revue Les Indignés vient juste de publier un numéro spécial en partenariat avec le 2e Forum européen contre ces grands projets inutiles imposés. L'autre cadeau conceptuel plus polémique, c'est le pachamamisme, qui n'a rien de commun avec un quelconque obscurantisme. C'est à nous d'inventer notre conception juridique à la française du pachamamisme. C'est à nous de repenser le droit à la hauteur des périls et des désirs. Le grand objectif officiel du capitalisme, c'est d'intégrer la nature dans l'économie. Notre solution est à l'inverse. C'est d'intégrer l'économie dans la nature, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on ne peut s'extraire de la nature. Nous sommes du côté de ceux qui veulent réintégrer les sociétés humaines dans l'ensemble des processus du vivant. Ce n'est pas une vision punitive, ce n'est pas une vision passéiste. Le pachamamisme, c'est tout simplement la reproduction de la vie, d'où le mot d'ordre des Amérindiens, Pachamama o muerte. J'insiste, ce n'est pas par hasard que les pays pauvres inventent aujourd'hui tant de concepts, tant d'expériences. C'est parce que les gauches ont su y préserver un contact avec les milieux populaires. C'est parce que les cultures populaires y restent vivantes. L'écologie n'est pas la spécificité des riches. Il y a une écologie des pauvres, que ce soit en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique. Cette idée selon laquelle il faudrait un certain niveau de vie pour être écolo est un mensonge qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. Ne nous laissons pas imposer la bonne définition de l'écologie par les puissants, par les bien-pensants. Il y a aux États-Unis, par exemple, un puissant mouvement écolo dans les communautés noires, hispaniques, un mouvement souvent animé par des femmes et presque toujours par des pauvres. Le buen bibir, l'anti-extractivisme ne sont pas des gadgets. Ils expriment un devenir possible de l'humanité. Ils expriment un devenir possible du socialisme. Mon éco-socialisme, mon socialisme gourmand, c'est la certitude qu'on ne changera pas le monde en culpabilisant les gens ou en appelant à la responsabilité, mais seulement en suscitant le désir, le grand désir de vivre.
Gilles Deleuze disait que seul le désir est révolutionnaire. Nous devons donc opposer à la jouissance d'avoir, d'emprise, qui est celle du capitalisme, ce toujours plus de richesse économique ou toujours plus de pouvoir sur les autres, une autre forme de jouissance, une jouissance d'être. Et nous devons pour cela nous souvenir que l'être humain est d'abord un être social. C'est pourquoi nous sommes du côté de la multiplication des agencements sociaux. C'est pourquoi nous sommes du côté de la fabrique de l'humain. C'est ce que tente sans doute insuffisamment de résumer notre slogan « Moins de biens, plus de liens ». Nous sommes donc prêts à débattre de tout, sauf de deux choses. Notre objection de croissance amoureuse du bien-vivre, ce n'est pas faire la même chose en moins. Ce n'est pas d'appeler les pauvres à se serrer la ceinture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Notre objection de croissance amoureuse du bien-vivre n'a rien de commun avec une décroissance de droite et bigote à la façon de Vincent Chénet et du journal La Décroissance qui appelle à fêter l'austérité, qui condamne le mouvement des indignés, qui excommunie la gratuité des services publics. Notre objection de croissance amoureuse du bien-vivre est tout sauf de se vouloir des directeurs de conscience, sauf de se vouloir des nouvelles dames patronesses qui viendraient expliquer au petit peuple comment apprendre à se passer de ce qu'il n'a pas. Les gens sont moins bêtes que désespérés. Les gens sont moins manipulés qu'angoissés. La grande question, c'est d'inventer une gauche rebelle capable de répondre à ces angoisses, à ce désespoir. Je rêve d'une gauche maquisarde, d'une gauche buissonnière, mais qui fasse école, d'une gauche qui multiplie les pas de côté. Nous avons choisi au XXe siècle de casser volontairement le mouvement coopératif. Nous avons choisi au XXe siècle de casser volontairement le syndicalisme à base multiple. Nous avons choisi de casser volontairement le socialisme et le communisme municipal. Eh bien, il faut reconnaître que nous nous sommes trompés. Et si nous avons été capables de détruire ces alternatives, nous devons être capables aujourd'hui de multiplier les pas de côté. La gauche en 1981 avait su libérer de nouveaux territoires, les radios libres, la démocratie dans l'entreprise avec les lois Auroux. Eh bien aujourd'hui, il faut arracher de cet état le droit à l'expérimentation. Nous devons libérer de nouveaux territoires. Et nous devons pour cela prendre conscience de l'extrême richesse de ce qui existe toujours. Je fais le pari d'un écosocialisme en souffrance. C'est Lyotard qui parlait d'une parole en souffrance, c'est-à-dire d'une parole qui était prononcée, mais que plus personne n'entendait parce que nous n'avons plus l'oreille faite pour cela. Rimbaud appelait au XIXe siècle à redevenir des voyants. Eh bien, nous devons aujourd'hui rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience de l'extrême richesse des expérimentations, et ceci dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie, de la santé, de l'éducation, du logement, de l'agriculture. Le corps de cette stratégie d'ici 2014 reste pour moi la défense et l'extension de la sphère de la gratuité des services publics. Quand on parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, économiquement construite, culturellement construite, politiquement construite. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent « Préférez-vous conserver la gratuité du stationnement pour les voitures ou préférez-vous la gratuité de l'eau vitale ?» Lorsque nous avons organisé le premier forum national sur la gratuité, nous avons été époustouflés par la richesse de tout ce qui existe. Ici, on commence par la gratuité de l'eau vitale. Ailleurs, c'est la gratuité de la restauration scolaire. Ailleurs encore, c'est celle des transports en commun urbains. Ailleurs encore, c'est celle des services culturels ou des services funéraires. Tous ces petits bouts de gratuité ne remplissent pas ce qu'on pourrait appeler un grand soir, une révolution. Mais cela montre qu'il est possible, dès maintenant, de commencer à déséconomiser nos existences. Montre qu'il est possible de commencer à construire des petits bouts d'une autre société. J'avais été horrifié lors des dernières élections d'entendre des candidats dits de gauche se dire défavorables à la gratuité dans les transports en commun en ajoutant gratuité pour les pauvres, mais ceux qui peuvent payer doivent payer. Oui, mais si on accepte ce discours pour les transports en commun, pourquoi ne pas l'accepter pour l'école ou pour la santé? Il y a en fait deux conceptions de la gratuité possible. Il y a une gratuité d'accompagnement du système,
la gratuité pour ceux qui sont tombés, la gratuité pour les naufragés. Cette gratuité-là, elle va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Elle va jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un feignant? Et puis il y a une deuxième gratuité, une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux gamins s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre, c'est qu'il est admis en tant qu'enfant. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'école ne devrait pas l'être pour les trois autres grands piliers qui permettent de vivre, le logement, la santé et l'alimentation? On voit que poser ainsi la question du buen vivir, d'un bien vivre à la française, ce n'est sûrement pas désespérer Billancourt, c'est tout au contraire être capable aujourd'hui d'avoir un grand projet qui soit à la hauteur du capitalisme vert, qui soit à la hauteur de cette vague brune qui menace de déferler sur l'Europe. Je vous remercie. Au revoir.